Bonjour, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par VK dans le cadre d'un cycle de plusieurs webconférences dédiées à cette importante réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Des webconférences qui vous sont proposées en partenariat avec la MNT, la Mutuelle nationale territoriale, première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance et qui protège aujourd'hui près d'1 million de personnes. Donc cette webconférence est également organisée en partenariat avec l'Association nationale des DRH des territoires et je remercie donc son président Patrick Corroyer, directeur des départements des ressources humaines à Nantes et Nantes Métropole, d'être avec nous aujourd'hui. J'en profite également pour saluer et remercier notre autre intervenant par sa présence, Florian Mokhtar. Donc, Monsieur Mokhtar, avocat à la Cour, associé au cabinet des 4 avocats associés. Alors, avec nos 2 intervenants, justement, aujourd'hui, nous vous proposons de revenir plus en détail sur cette réforme, sur les mesures, le contenu de l'ordonnance du 17 février dernier relative à la PSC dans la fonction publique et sur son impact pour les collectivités. Donc une réforme qui était extrêmement attendue depuis de nombreuses années, trop d'agents étant encore actuellement soit insuffisamment couverts, soit non couverts. Donc protéger encore mieux ces agents, les inciter à le faire, c'est un enjeu primordial pour les collectivités employeuses auxquelles cette réforme doit permettre de répondre, sachant toutefois qu'il y a encore des précisions qui sont attendues, qui seront apportées par des décrets normalement d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année. Donc notre priorité avant tout est aussi de répondre à vos questions, d'autant que vous êtes nombreux à participer, être présents aujourd'hui et nous vous en remercions. Nous avons d'ailleurs déjà reçu un certain nombre de questions et n'hésitez surtout pas à les poser en direct pendant cette webconférence pardon, via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre, donc à la fois durant leur intervention, mais surtout à la fin de cette webconférence. Donc on s'accordera près d'un quart d'heure, un bon quart d'heure pour, voilà, pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin. Et enfin, nous vous informons donc que cette webconférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Voilà. Donc j'ai bien assez parlé. Je vous propose de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de vous laisser la parole, Monsieur Mokhtar, pour débuter avec un décryptage de cette réforme et quelques mots d'abord pour rappeler le dispositif existant. Merci Madame Chevassu, j'espère que le son est bon. Donc effectivement, je vais m'attarder sur les éléments juridiques, hein. Je ne suis qu'avocat, donc j'espère que ce ne sera pas trop laborieux ou inintéressant en fonction des profils des différentes de vos profils. Donc tout d'abord, un mot sur le dispositif existant, effectivement, parce que si effectivement la réforme était attendue dans l'un des éléments qui est notamment le défaut de couverture d'une grande partie des agents, quand on compare notamment au secteur privé depuis surtout la généralisation de la protection sociale complémentaire avec l'ANI en 2013. Il existait quand même un dispositif dans la fonction publique, dispositif qui a été mis en place au milieu des années 2000 et en fait il y avait déjà un vieux dispositif en vigueur depuis les années 60 qui permettait aux employeurs publics de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaires de leurs agents. C'était les arrêtés en fait Chazelle qui ont de 1962 et qui ont été abrogés par le Conseil d'État en 2005 avec une décision du 26 septembre 2005 qui a donné lieu à la nécessité de revoir ce dispositif. Et donc, à l'époque, la France faisait l'objet en parallèle de mesures par la Commission européenne qui considérait que l'ensemble des dispositifs d'aide au financement des garanties de protection sociale complémentaire des agents publics relevait de la réglementation aide d'État
Et la Commission européenne considérait que c'était des aides illégales, puisqu'en fait, c'était des aides qui étaient attribuées à ce qu'on appelait les grandes mutuelles de fonction publique, et les autres opérateurs d'assurance n'avaient pas accès à ces aides. Et donc, c'est dans ce cadre-là, l'abrogation des dispositifs qui permettaient le versement des participations, la procédure en manquement qui avait été engagée par la Commission européenne, c'est dans ce cadre-là que l'État a réfléchi à un nouveau dispositif. Donc, ce dispositif a été discuté en partenariat avec la Commission européenne et a été validé dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle une aide à caractère social délivrée à des consommateurs individuels. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le dispositif tel qu'il se présente aujourd'hui. Alors, je vais parler un peu plus peut-être de la fonction publique territoriale. On peut éventuellement évoquer le régime de l'État, parce que finalement, le dispositif État a été mis en place en premier dès 2007 et a conduit à un mécanisme de référencement d'opérateurs. Et au niveau de la fonction publique territoriale, le choix a été fait de distinguer deux dispositifs, qui sont les dispositifs qu'on appelle de la labellisation, qui permettent aux agents de garder le libre choix de leur opérateur, de leur mutuelle, de leur assureur, de leur mutuelle, et un dispositif de convention de participation. Donc, qui là conduit à la nécessité pour la collectivité de se saisir du sujet, de publier comme un appel d'offres pour sélectionner un opérateur. Donc, c'est une faculté, le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une faculté pour l'employeur public de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaires de ses agents, mais faculté aussi de choisir entre les garanties. On en distingue deux traditionnellement, la santé, bon ça c'est la mutuelle classique qu'on connaît, et la prévoyance qui permet de couvrir tous les risques, arrêt de travail, invalidité, décès. Et là encore, c'est l'employeur public qui va décider, tel que le dispositif est conçu aujourd'hui, c'est l'employeur public qui décide si oui ou non il participe, qui fixe le montant de la participation et qui décide du ou des risques auxquels il participe. Ensuite, c'est l'employeur public qui aujourd'hui choisit entre le mécanisme de la labellisation qui va permettre de verser la participation aux agents directement à charge pour eux de souscrire un contrat labellisé, ou alors de choisir le mécanisme de la convention de participation qui conduit donc encore une fois à un appel à concurrence qui va conduire à la sélection d'un opérateur unique pour la collectivité pendant la durée du contrat. Donc, ce qui explique aujourd'hui dans le paysage territorial, on a des situations très hétérogènes puisque ça dépend voilà, du choix de l'employeur. Tout à fait, ça dépend du choix de l'employeur et c'est aussi la raison pour laquelle l'article 25 de la loi de 84 avait introduit une compétence facultative supplémentaire pour les centres de gestion qui permet aux centres de gestion de conclure pour le compte de collectivités territoriales des conventions de participation. Donc, pour le compte, il y a bien un mécanisme de mandat qui va permettre l'intervention de ces centres de gestion pour aider justement les plus petites collectivités à prévoir une couverture de leurs agents. Alors, donc ça, c'est vraiment le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui. Encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, et finalement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2021, c'est le dispositif qui existe. Et donc effectivement, il y a eu une… Oui, il y a eu une réforme, voilà. Voilà, exactement, les grands principes. Voilà, exactement. Donc, il y a eu une réforme importante qui est une double réforme parce qu'il y a deux éléments importants qui ont été introduits dans le droit de la fonction publique. Donc, réforme déjà de la protection sociale complémentaire. Donc, il n'y a pas une révolution dans les dispositifs tels qu'ils existent. On a maintenu une dualité entre la convention de participation et la labellisation, avec donc la possibilité pour certains employeurs publics de décider de laisser le libre choix à leurs agents, ce qui notamment peut, alors c'est voilà, qui justifie d'autant plus peut-être pour des risques type sur la santé où il y a une offre assez forte, voilà. C'est vrai sur le risque de prévoyance, qui est un risque beaucoup plus lourd et qui a des conséquences assez lourdes, que ce soit pour les agents ou pour les opérateurs, on constate parfois on privilégie parfois la convention de participation pour ce type de risque. Mais il n'y a pas une remise en cause avec la réforme. On en reparlera aussi avec vous, Monsieur Courroyer, je pense. Vous ferez un retour, je pense aussi d'expérience. Et puis tout à fait.
Non, mais voilà. Mais on a donc l'ordonnance du 17 février 2021 vient donc apporter une grosse modification qui est, dans une certaine mesure, essayer d'étendre ce qui existe dans le secteur privé au secteur public, avec l'obligation, à partir du 1er janvier 2025 déjà, pour les employeurs publics de participer à hauteur de 20%. Alors, le montant va être déterminé par décret. Hein, la base de calcul du montant de la cotisation de base de référence va être déterminée par décret, mais 20% d'un montant de référence en matière de prévoyance. Donc 20% d'un montant de référence, le montant de référence de la cotisation, hein, 20% de la cotisation de référence en prévoyance dès le 1er janvier 2025. Et 50% en santé, donc de la même manière d'un panier de soins, enfin d'une cotisation qui correspond à un panier de soins, donc encore une fois une cotisation de référence, 50% devrait être prise en charge de cette cotisation devrait être prise en charge par l'employeur public dès le 1er janvier 2026. Donc, c'est vraiment la grosse avancée de cette réforme qui est de rendre obligatoire pour les employeurs publics la participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents. Alors, de leurs agents, c'est-à-dire soit l'employeur recourra de la même manière qu'aujourd'hui le peut à la labellisation, et donc en fait, les agents auront la charge de trouver un contrat labellisé, hein, il y a une liste de contrats labellisés, puisqu'il y a tout un mécanisme qui permet aux opérateurs de labelliser leurs contrats et donc d'être éligibles ensuite à cette participation, parce que seuls les contrats labellisés sont éligibles à la participation. Et l'employeur peut également, de la même manière qu'aujourd'hui, choisir de recourir à une convention de participation et dans ce cas-là, de procéder à une mise en concurrence des opérateurs pour choisir un opérateur qui va délivrer, alors un ou plusieurs si jamais on fait une convention de participation en santé et en prévoyance, on peut faire un lot par risque, et donc qui va délivrer des garanties en santé et ou en prévoyance. Et dans ce cas-là, lorsque l'employeur fait le choix de la convention de participation, seuls les contrats choisis au titre de la convention de participation sont éligibles à la participation de l'employeur. Donc, il faut que les agents puissent y adhérer. Donc, autre élément, il y a de la réforme, pardon, c'est un renforcement du rôle des centres de gestion, puisque, bon, sans faire du juridisme, mais la rédaction du texte a évolué, puisqu'on est passé d'une rédaction où on évoquait le fait que les centres de gestion pouvaient conclure pour le compte des collectivités territoriales des conventions de participation à une rédaction dans laquelle les centres de gestion concluent. Donc, la modification terminologique permet de penser qu'il y aurait Donc, ça une sous-entend une obligation. obligation, c'est-à-dire que la Ça, collectivité qui demande au centre de gestion, le centre de gestion doit, du coup, doit normalement, a priori. si les mots ont un sens, le centre de gestion a maintenant une obligation d'intervenir pour les collectivités qui le lui demandent. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, enfin, on peut penser quand même que ce qui se passait, enfin, en tout cas moi, ce que je connaissais de la manière dont le dispositif était mis en place, c'est les centres de gestion quand même qui prenaient l'initiative. C'est-à-dire qu'il était rare qu'ils soient saisis par des collectivités. C'est plutôt eux qui avaient l'initiative, qui rencontraient les collectivités et qui saisissaient les collectivités de leur ressort pour les informer et leur demander de participer à la convention de participation qu'il envisageait de conclure. Maintenant, aujourd'hui, clairement, dès lors, alors là encore une fois, c'est dès lors qui sera mandaté par une collectivité, normalement le centre de gestion devra conclure la convention de participation. Il y aura une obligation, mais là encore, c'est à partir du moment où il est mandaté, puisque le texte reste pour le compte des collectivités et de leurs établissements publics. Donc ça reste quand même une intervention pour le compte. Donc ça, c'est la première réforme importante. Donc c'est la réforme vraiment de l'ordonnance protection sociale complémentaire. Et donc c'est sur celle-ci qu'effectivement on attend quand même tous les décrets d'application, parce que vous savez peut-être qu'il y avait un décret qui régissait la protection sociale complémentaire pour la fonction publique d'État, c'était un décret de 2007. Pour la fonction publique territoriale, c'était un décret de novembre 2011. Et donc maintenant, on attend le décret qui est annoncé quand même avant l'été, hein, logiquement, mais on va voir si les délais sont tenus. Donc, c'est la première réforme. La seconde réforme importante qui est intervenue en même moment, donc le même jour, le 17 février 2021, c'est la réforme de la négociation collective dans la fonction publique territoriale. Je ne vais pas en dire grand-chose parce que c'est un vaste sujet et c'est un point important. Hein. C'est la loi de 2008 qui avait intégré la négociation collective dans la fonction publique territoriale, et le Conseil d'État, par un arrêt de 2013, avait dit que c'était très bien, mais que ça n'avait aucune valeur juridique, que les décisions prises dans le cadre des négociations collectives n'avaient pas de valeur juridique. Les fonctionnaires étant soumis étant dans un cadre statutaire
et réglementaires, seuls leurs statuts peuvent régir leurs droits et obligations. Et donc là, il y a un renversement quand même de paradigme avec cette ordonnance qui va intégrer une vraie négociation collective avec la possibilité donc pour les partenaires sociaux de prendre des décisions, hein, des accords dans le cadre d'accords collectifs qui ont un caractère obligatoire et qui peuvent même avoir un caractère réglementaire dans un certain nombre de situations. Et c'est dans ce cadre-là, et c'est là qu'il y a un impact important sur la protection sociale complémentaire, c'est dans ce cadre-là que l'ordonnance prévoit notamment la possibilité de conclure des accords collectifs qu'on appelle accords collectifs valides. Et ces accords collectifs qui donc peuvent avoir une valeur juridique peuvent porter sur la protection sociale complémentaire. Et lorsqu'on lit la combinaison de cette ordonnance et de l'ordonnance protection sociale complémentaire du 17 février 2021 toujours, on se rend compte que dans le cadre d'un accord collectif, les partenaires sociaux peuvent rendre obligatoire la participation, fixer un montant de participation obligatoire supérieur à ce qui est fixé par l'ordonnance, et rendre, et ça c'est vraiment le point central, rendre l'adhésion à ces contrats obligatoire pour les agents. Donc c'est exactement ce qui existe aujourd'hui dans le secteur privé. Voilà, puisque c'est dans le cadre d'accords collectifs, d'accords de branche, d'accords d'entreprise, voilà, que on rend obligatoire l'adhésion au contrat collectif d'assurance, donc mutuelle ou prévoyance. Ça, c'est dans le secteur privé. Et le secteur public, donc il y a vraiment cette volonté d'aller sur ce même modèle et la possibilité hein, toujours pour l'employeur et les partenaires sociaux de rendre obligatoire cette adhésion. Donc ça voudrait dire il y aurait évidemment des cas d'exclusion quand on est déjà couvert, quand on a un conjoint qui est déjà couvert, etc. Il y a tout un tas de dispositions qui vont devoir être adoptées pour préciser les conditions d'application de ces nouvelles règles. Un accord collectif. Dispenser l'adhésion, donc ce sera précisé également par décret sur ces Logiquement, il devrait y avoir un décret qui devrait préciser les cas de dispense possibles. Parce que, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui le prévoit. Et pour encadrer quand même les accords collectifs qui vont être pris et permettre justement ces dispenses qui existent également dans le privé, il devrait y avoir un texte réglementaire qui devrait venir préciser les cas dans lesquels on peut se faire dispenser d'adhérer au dispositif. Donc, c'est vraiment ces accords collectifs, c'est un vrai outil. Et là, je laisserai la parole pour le coup à M. Courroyer pour l'aspect, on va dire, opérationnel du sujet. Mais voilà, c'est une vraie modification de paradigme dans le cadre de la fonction publique où jusqu'à présent, puisque on considérait jusqu'à présent, et le Conseil d'État considérait jusqu'à présent, et il y a une vieille décision de 1999 de mémoire concernant l'ANPE qui avait considéré que l'ANPE avait voulu mettre en place à l'époque un contrat d'assurance collective pour couvrir ses agents en matière, je ne sais plus si c'était santé, prévoyance ou santé et prévoyance, et le Conseil d'État avait dit non, puisque les agents de la NPE à l'époque étaient des agents publics, des fonctionnaires, et à ce titre, leurs droits et obligations ne sont fixés que par les statuts qui ne prévoyaient pas d'adhésion obligatoire à un contrat de cette nature. Donc, on ne pouvait pas, dans la fonction publique, un employeur ne pouvait pas conclure un contrat groupe d'assurance à adhésion obligatoire qu'on retrouve dans le secteur, sur le secteur privé. Et donc ça, c'est vraiment la grosse modification. Donc on va voir comment les employeurs et les partenaires sociaux vont se saisir effectivement de la question de ces conventions, de ces accords collectifs pour étendre les couvertures. Mais en tout cas, il y a un outil qui est donné aux partenaires sociaux pour avancer sur ce sujet. Donc aller bien au-delà de ce qui est prévu par l'ordonnance et aller jusqu'à rendre obligatoire l'adhésion. Donc ici aussi, c'est important, le rôle des centres de gestion est renforcé puisque l'ordonnance sur la négociation collective leur ouvre la possibilité de négocier pour le compte des collectivités territoriales de moins de 50 agents. Donc c'est encore là une mission supplémentaire pour les centres de gestion qui auront la possibilité donc d'intervenir sur le sujet et donc d'accompagner les collectivités sur la mise en place de ce type d'accord et éventuellement sur la couverture de leurs agents en matière de protection sociale. Alors, beaucoup les conséquences, et enfin, il y a bien évidemment sur les conséquences et les questions qui sont posées par la réforme, il y en a encore évidemment pas mal, et je pense pas qu'aujourd'hui on fera le tour, on sera exhaustif, puisque là encore il va falloir un petit peu de temps pour voir un petit peu quelles conséquences tirer de l'ensemble de ces éléments, sachant que notamment l'ordonnance sur la négociation collective est assez
complexe, hein, puisque la possibilité d'avoir des accords qui est un caractère réglementaire, des accords collectifs qui ont un caractère réglementaire, donc qui vont créer des droits et obligations pour les employeurs et pour les agents, est très très encadré. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont être mises en œuvre véritablement. Mais donc, première conséquence, c'est l'obligation pour les employeurs territoriaux de participer aux garanties protection sociale de leurs agents dès le 1er janvier 2025 en prévoyance et dès le 1er janvier 2026 en santé. Alors, je vais oui. tout de suite vous poser la question parce que j'ai vu qu'elle était revenue à plusieurs reprises sur les mots, justement, le sens des mots, où les gens se posent la question dès le 1er janvier 2005, c'est-à-dire que l'obligation, elle s'applique au 1er janvier 2025, enfin, au 1er janvier 2025. Est-ce qu'auparavant, les employeurs peuvent d'ores et déjà mettre en place cette participation ou est-ce que, comment ça se passe? Est-ce que c'est… Il n'y a pas de difficulté. Enfin, aujourd'hui, la participation, l'employeur est libre aujourd'hui de fixer le montant de sa participation, de participer ou pas, et de fixer le montant de sa participation. Donc, dès aujourd'hui, un employeur peut décider de monter le montant de sa participation. Alors après, les questions qu'il faut se poser, c'est bon, maire, il va falloir une délibération. La question qui va pour une collectivité territoriale, la question qui va se poser également, c'est est-ce qu'il y a un dispositif qui existe, il y a une convention de participation, c'est quand même un des sujets. Hein, puisque s'il y a une convention de participation, elle a une durée de 6 ans, puisqu'elle a été fixée c'était par le décret de 2011, la durée de ces conventions, donc qui vont continuer à s'exécuter jusqu'à leur terme. D'ailleurs, c'est une des précisions qui est apportée par les textes, par l'ordonnance, c'est le fait que la convention de participation qui seront en cours au 1er janvier 2022 vont se poursuivre jusqu'à leur terme sans modifier le montant de la participation, parce que c'est un élément essentiel de la participation. Donc, ça veut dire que potentiellement, pour ces collectivités-là, ça peut repousser le délai dans lequel l'employeur sera obligé de participer au 31 janvier 2027 et voire même au 31 janvier 2028, puisque dans le cadre des conventions de participation, le décret prévoit la possibilité de les prolonger d'1 an pour un motif d'intérêt général. Donc, en réalité, on pourrait imaginer des conventions de participation qui se poursuivent jusqu'au 31 janvier 2028 et dans lesquelles donc l'employeur public peut déroger à l'obligation de participer à hauteur, au niveau qui sont fixés par l'ordonnance du 17 février, et donc peut ne pas participer à 20% ou 50% des montants de référence de cotisation, prévoyance et santé. Donc ça, c'est… Voilà. Mais c'est évident que dès aujourd'hui, les employeurs sont libres de participer et de mettre le niveau de participation qu'ils souhaitent. Ensuite, on a quelques questions quand même qui se posent. Alors bon, je vais pas, là ça devient peut-être un peu plus juridique, mais ça me semble, c'est quand même important. Bon, il y a une question sur le rôle des centres de gestion. Bon, moi j'ai tendance à penser que le rôle des centres de gestion il est renforcé, mais fondamentalement il est pas fondamentalement modifié, notamment sur la protection sociale complémentaire, où les centres de gestion vont continuer à avoir un simple rôle de mandataire pour les collectivités qui vont les saisir. Et la logique qui est celle qui prévaut normalement aujourd'hui, même si je sais que beaucoup de pratiques différentes sont constatées sur le terrain, mais la logique qui prévaut, c'est que lorsqu'un centre de gestion a conclu une convention de participation, une collectivité n'est pas censée pouvoir adhérer à cette convention de participation. Il faut conclure une nouvelle convention de participation intégrant cette collectivité et toutes les autres qui voudraient confier cette mission au centre de gestion. Et donc, parce qu'effectivement, c'est un contrat, c'est quand même un contrat qui est ici, qui a été validé par… un dispositif qui a été validé par la Commission européenne, donc avec la nécessité de respecter les grands principes du droit européen, que sont l'égalité de traitement, la non-discrimination, etc. Et ces principes-là interdisent de pouvoir modifier substantiellement un contrat qui aurait fait l'objet d'une mise en concurrence dans des proportions qui seraient de nature donc justement à remettre en cause les conditions initiales de la mise en concurrence. Donc, rôle des centres de gestion qui pour moi n'évolue pas fondamentalement, mais même s'il est renforcé, puisqu'ils ont notamment un rôle accru dans le cadre de la négociation collective. Et voilà, c'est une vraie question, mais je pense qui donnera lieu à contentieux dans les mois, dans les années à venir. C'est, je pense qu'il me semble que la réforme qui a été décidée, notamment lorsque ça conduira des employeurs publics à se voir rendre obligatoire par un accord collectif hein, la conclusion d'une convention de participation, d'un contrat d'assurance collectif avec éventuellement une adhésion obligatoire des agents. Dans ce cas-là, moi, il me semble qu'on peut se poser la question de savoir si ces contrats-là ne relèveraient pas de la catégorie des marchés publics et donc sortiraient de la catégorie de ces contrats d'aide d'État, donc marché public,
parce que c'est quelque chose qui a déjà été jugé par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 15 juillet 2010 qui concernait un dispositif d'assurance vieillesse pour les communes, les collectivités allemandes, qui fonctionnait exactement de la même manière. Et la Cour a considéré qu'à partir du moment où l'employeur public avait l'obligation de proposer un dispositif d'assurance à ses agents, c'est que ça répondait à ses besoins, qu'à ce moment-là, il intervenait comme un pouvoir adjudicateur, donc dans le cadre d'une procédure marché public, et qu'alors même que le prix n'est pas payé par l'employeur, mais par le fait que l'employeur va précompter, va collecter les cotisations sur les rémunérations des agents pour les reverser à l'opérateur, alors même que donc le prix n'est pas directement versé par l'employeur, le contrat relève de la catégorie des marchés publics et un contrat conclu à titre onéreux. Donc, moi, je pense qu'il y a une vraie question sur ce sujet-là parce que, à titre personnel, j'aurais pensé que dans le cadre de cette réforme, il ne semble pas que l'État ait interrogé la Commission européenne sur le nouveau dispositif qui réforme le dispositif préexistant. Encore une fois, c'est un dispositif qui a permis de mettre un terme à une procédure en manquement contre la France. Je pense que la réforme qui est intervenue sans consultation de la Commission européenne peut poser des questions et pourrait avoir cette conséquence notamment de voir requalifier certaines conventions de participation au marché public. Voilà un peu les principaux éléments sur lesquels je voulais revenir, voilà, sur cette réforme. Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar, pour toutes ces précisions. Alors, il y a eu pas mal de questions pendant votre intervention. Je les ai pas posées pour pas vous interrompre. On les posera voilà, à l'issue de l'intervention de Monsieur Corroyer. Et juste auparavant, nous souhaitions vous poser une question. Donc, justement, avant cette présentation, considérez-vous que vous avez compris les principes de la réforme de la PSC, la protection sociale complémentaire, et ses conséquences? Donc, nous avons de réponses, hein, oui, non. Nous vous laissons le temps de répondre et on reviendra sur les résultats donc, à l'issue de la présentation de Monsieur Corroyer. Donc, je vais vous laisser d'ailleurs tout de suite la parole pour voir ensemble avec vous justement les enjeux de cette réforme pour les collectivités et avoir aussi votre tour, votre regard de terrain voilà, sur cette réforme. Monsieur Corroyer. Alors, je crois qu'on ne vous entend pas. Votre micro, je pense. Voilà, on a un souci, Monsieur Corroyer, on ne vous entend pas, il y a un souci de micro. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux voilà, avec parfait. le micro. Bonjour, voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, pour ma partie, je ne vais pas revenir ce qui a été parfaitement dit sur la réforme, juste pour dire qu'effectivement, à la fois en tant que président de la NDRHDP, donc une association qui a 200 adhérents de communes moyennes, grandes communes, d'agglos, de régions, départements, on a effectivement recensé, et ce qu'on a vu, effectivement, c'est qu'un certain nombre de, plus la collectivité est importante, plus ce type déjà, soit de participation à l'aide de labellisation ou effectivement d'accord existe. Voilà. En tout cas, dans ma collectivité, je suis DRH de Nantes et Nantes Métropole. Cela fait maintenant 12 ans que je suis une collectivité qui participe financièrement à la mutuelle et à la prévoyance. Voilà. Donc, ça veut dire que mon propos, il est purement RH et donc veut dire que ça participe pleinement à une politique ressources humaines et que dans la politique sociale, elle est évidemment important. C'était un des éléments pour nous et pour la NDRHDP qui disait que c'est un acte fort au moment du recrutement, de la protection sociale de façon générale, mais aussi d'attractivité tout simplement pour notre collectivité, en disant, en indiquant effectivement clairement qu'on, certes, on a des mesures de l'usure pro, certes, effectivement, on reclasse les agents, mais on a aussi toute cette protection économique partant du principe, évidemment, relativement simple, qu'un agent, quand il a des difficultés de santé, ne doit pas avoir de difficultés financières et que l'accompagnement à la reprise est certes fait par des médecins, certes fait par des encadrants, mais aussi sur un accompagnement social. Donc, c'est ce qui participe effectivement aujourd'hui pleinement à cette mise en place, avec une meilleure protection des agents. Et le constat que je peux faire, moi, en tant que
virage de ma J'allais vous poser la collectivité. question parce que la situation, je l'évoquais en introduction, en préambule, pardon, la situation aujourd'hui de certains agents est quand même peut arriver à des situations très dramatiques, faute de couverture et notamment particulièrement en prévoyance. Chaque année, il y a le baromètre IFOP-MNT et qui mettait l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un agent sur deux qui n'est pas couvert en prévoyance. Alors, c'est effectivement, malheureusement, le constat qu'on peut faire. Donc, nous, on était très favorables d'abord à ces lois qui arrivent, ça fait longtemps. Après, on était effectivement sur une libre autonomie des collectivités pour fixer les montants. Aujourd'hui, voilà, le décret prévoira des 50% et 20%, mais en tout cas, évidemment, avec un sur deux, par exemple, sur les contrats, sur la collectivité où je suis, 87% des agents ont une prévoyance et plus de 60% ont une participation à la mutuelle. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est un enjeu majeur puisque le constat il est fait comme partout que des agents malheureusement au bout de très peu de temps, au bout de 3 mois, ont une forte perte de rémunération et surtout découvrent que leurs primes, leurs heures supplémentaires, etc. tombent complètement. Et donc c'est pas Oui, la moitié d'un salaire que l'on a. Au bout de 80 jours d'arrêt, ce n'est pas que le traitement, ça impacte aussi les primes. Effectivement, je pense que c'est important de préciser parce que ce n'est pas toujours forcément bien connu. C'est important de le préciser parce que les heures supplémentaires, si je prends la ville de Nantes, il y a 2000 agents qui chaque mois bénéficient d'heures supplémentaires. Bien sûr, avec des niveaux différents, mais qui peuvent être plusieurs centaines d'euros par mois en fonction de l'activité. Ceux qui travaillent le samedi, dimanche, la période de Covid, par exemple, fait qu'un certain nombre d'agents doivent travailler plus qu'avant. Et donc, du coup, effectivement, quand on en arrête, c'est certes, effectivement, un demi-traitement, mais tous ces volants et volets hors complémentaires pour les agents en temps complet ou hors supplémentaires pour les autres, et loin d'être négligeable. J'ai dit, voilà, notre collectivité, c'est 2000 agents qui ont des heures supplémentaires, et c'est aussi 2000 autres agents qui ont d'autres éléments de rémunération, comme les primes de nuit, comme donc pas que travailler la nuit. Quand vous travaillez à 6 heures, vous avez une prime quand même de 6 à 7, après 21 heures. Tous ces éléments variables de paye tombent. Et donc, le constat était qu'effectivement, des agents découvraient que c'était plus près d'un tiers de leur rémunération qu'ils avaient et qu'ils étaient plutôt sur une logique. D'abord, ils découvraient qu'au bout de 3 mois, ils perdaient, ils décotaient, et au bout d'un an, quasiment plus rien. Donc, c'était des vrais drames économiques. Donc, dès 2008, nos élus l'ont demandé, on a amélioré le contrat. Et puis, je l'ai mis sur la slide, ceci, ça participe aux valeurs de la collectivité en disant un agent qui est en arrêt maladie est aussi un agent de la collectivité. Et donc, il est important que la collectivité participe à cet accompagnement-là. La reprise est d'autant plus facile si, pendant la maladie, l'agent a été correctement couvert économiquement et qu'on ne met pas des crises. Et on a mis des mesures complémentaires, la plupart le font. On a un principe aussi de subrogation, c'est-à-dire que ça arrive, quand on a un contrat, on peut aussi avoir des litiges avec l'organisme de prévoyance, moins l'habituel, c'est un peu différent, mais sur la prévoyance, on peut avoir, surtout si les contrats changent. Ça a été dit, ceux qui ne l'ont jamais fait découvriront que si vous faites tous les 6 ans un contrat, vous pouvez effectivement, mise en concurrence, c'est le cas chez nous, changer d'opérateur. Donc, quand vous changez d'opérateur, il y a toujours la question à quel moment et qu'est-ce qui fait que l'agent a été en arrêt? Est-ce que c'est un fait fédérateur pendant que le contrat en cours ou avec un autre opérateur? Plein de questions qui sont évidemment pas traitées par le décret, qui ne le seront pas. Et donc, la proposition au CIRH, c'est dire, nous, on subroge. Donc, ça veut dire qu'on prend en charge financièrement ce que la personne a pu prendre de la prévoyance. Et après, on aide à récupérer l'argent auprès du secteur de prévoyance. Mais un contrat et des expertises peut être long, ça met du temps. Et bien, nous, on prend d'emblée, effectivement, quand on a changé de contrat, ce principe de subrogation. Ça, il est important parce que. J'en profite pour vous poser une question, Monsieur Coraillet, parce que je la vois à l'écran et qu'on est en train d'en parler. Et il y a un internaute qui nous demande s'il est possible de résilier justement la convention de participation pour appliquer les dispositifs de l'ordonnance. Alors, normalement, il est comme ça a été dit tout à l'heure sur la slide précédente, d'influence, c'est-à-dire qu'on a effectivement, non, au contraire, normalement, on est plutôt à vouloir conserver ces contrats avec un système de dérogation jusqu'au 31 décembre 2027, puisque ça dépend de la date à laquelle vous avez contractualisé. Je vais faire une réponse, voilà, qui est peu précise, mais par exemple, si je prends ma collectivité, on vient de démarrer au 1er janvier 2020 sur un nouveau contrat pour 6 ans.
Donc, on n'a aucun intérêt à l'arrêter, parce que c'est évidemment un excellent contrat. Et quand je dis excellent contrat, je reviendrai juste après sur ce qu'est un excellent contrat. Mais aujourd'hui, la loi est plutôt dans la logique de continuer. Et puis, c'est vrai qu'il y a toute une vigilance quand même. C'est-à-dire que quand on change d'opérateur, je le dis, c'est des fois très impactant. Parce que le nouvel organisme qui couvre le risque va regarder à quel moment la personne est malade. Donc, du coup, sur la slide qui suit, c'est justement de se rappeler que le contrat, certes, il en faut un, ça en est favorable, mais il faut surtout regarder le contenu. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision RH de la protection des agents. Par exemple, le zéro questionnaire, ça existe. Mais effectivement, d'obliger, par exemple, à 30 jours de verser la prestation de prévoyance immédiatement, alors que certains contrats peuvent être à 2 ou 3 mois, fait une énorme différence. De vérifier dedans, par exemple, que les récidives de graves maladies sont prises en compte. Certains de contrats ne les prennent pas en compte. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se dire, au-delà du montant, au-delà de la participation, que veut-on comme protection des agents? Donc ça, c'est un long débat qu'on a eu, nous, avec les partenaires sociaux, un long débat avec les élus, j'allais dire, sur la philosophie du contrat. Le côté technique, il se fait après. Une fois que vous êtes mis d'accord en disant « je veux que tous les agents, quelle que soit leur pathologie, quel que soit leur âge, quels que soient leurs antécédents, aient exactement les mêmes droits. Je veux que la solidarité soit maximale. » Donc l'obligation à participer à un contrat de prévoyance, moi j'y suis tout à fait favorable, puisque plus il y a de participants, et bien plus les contrats sont équilibrés. Jusqu'en 2008, on avait des contrats avant qui étaient totalement déséquilibrés, puisque ne participaient et ne prenaient des contrats que les agents qui s'en servaient, entre guillemets. Donc forcément, c'est très déséquilibré, parce que si vous cotisez un contrat de prévoyance, mais vous êtes en congé ou maladie, quasiment tous les bénéficiaires en sont, c'est évident qu'il y a une difficulté. Et là, on est bien dans la prévoyance du risque, et de dire qu'effectivement, c'est un jeu collectif. Donc il a fallu du temps pour arriver à ce taux de 87%, parce que 87%, aujourd'hui, c'est sur la liberté individuelle, avec un coût qui n'est pas négligeable de sa rémunération. Donc, deuxième élément, c'est de dire quel est le niveau de la prestation. Aujourd'hui, c'est 50% pour la mutuelle, 20%. Nous, la logique, elle a été de dire que les premiers échelons, catégorie C, c'était 100% de prise en charge. Donc, c'est relativement simple, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est 100%. Et que c'est le même montant pour tout le monde, c'est-à-dire 100% pour les plus bas salaires, mais ce montant, qui est de 24 € brut par mois, est le même si vous êtes catégorie A+. Voilà. Donc ça, c'est des thèmes qui se réfléchissent, qui se discutent. Et qui doivent avoir lieu dans le cadre de débats et si je ne dis pas de bêtises, arrêtez-moi, l'ordonnance fait obligation aux employeurs d'organiser d'ailleurs un débat d'ici, enfin au plus tard, avant le 18 février 2022. Donc c'est l'objet aussi, c'est l'importance de ce que vous venez de dire, c'est de pouvoir débattre de ces niveaux, de cette nature, des garanties. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on avait échangé avec Madame de Montchamin, au nom de l'association, on avait dit, voilà, effectivement, ce temps-là est important. C'est-à-dire qu'avant de lancer un contrat, quelle que soit sa forme, accord collectif, CDG, pas CDG, c'est de se dire ce que l'on veut. Et ensuite, on adhère à un projet, comme tout projet. Et donc, par exemple, je disais, pour Nantes Métropole, il y a non seulement le CCS, la ville et la métropole qui ont le contrat. Donc là, je suis DRH des 3 collectivités et d'école supérieure des Beaux-Arts. Donc ça, c'est simple. Mais on a également deux communes de plus de 40 000 habitants qui adhèrent, plus d'autres structures d'établissements publics. Donc on est 19. Donc c'est la métropole de Nantes qui pilote la démarche de négociation, mais au nom de 19 autres, enfin 18 autres employeurs, si on veut. Voilà. Donc le but, c'est un peu comme une sorte de gestion. C'est une forme de mutualisation, en fait, et c'est important. Ça donne plus de poids. C'est important parce que ça, c'est comme vous dites, plus de poids. Qui dit plus de poids, moins cher et mieux garanti. Aujourd'hui, sur notre collectivité, on a 10 000, enfin 9 500 exactement agents qui adhèrent au contrat. Donc effectivement, quand on négocie, eh bien, dans l'acte de négociation, on dit voilà, nous on vous apporte un minimum de tant de milliers d'agents. Donc c'est clair que on est considéré un peu différemment que si on vient avec 300 contrats. Et donc, on fait quasi du sur-mesure par rapport à la philosophie. Donc oui, près de 10 000 agents, on arrive à avoir du sur-mesure par rapport à sa vision RH de la protection des agents,
des contrats de qualité, et donc on peut avoir des divergences. Sur mon territoire, le centre de gestion de Loire-Atlantique a un contrat avec le même opérateur que nous, mais pas les mêmes conditions tout à fait, parce qu'il y a des options sur le décès, il y a des options sur la rente viagère, l'éducation ou pas. Voilà, donc il y a des débats, après vous jouez la transparence des prix. Donc nous, on a dit au 19 août, voilà, vous voulez telle mesure, par exemple sur la rente viagère éducative, ben, ça coûte tant en plus ou ça coûte moins. Ça concerne combien d'agents? 5 par an. Est-ce qu'effectivement le contrat, on le prend à 1% de plus? Un vrai débat. Voilà. Et ça, par contre, pour conclure, pour laisser le temps aux questions, il faut aussi des vrais experts. C'est-à-dire que là, le J'allais centre de dire, gestion. il faut une certaine technicité quand même. Hein. Alors, il faut une technicité parce que d'abord, on n'est pas sur notre champ de compétences. On est sur le domaine de l'assurance, hein, quand même. Et donc, à un moment donné, ce ne sont que calculs de probabilité et de provision du risque. Donc, ça veut dire que, par exemple, il faut savoir que dès qu'un agent doit utiliser la prévoyance, d'emblée, automatiquement, et ça c'est la loi, vous avez un algorithme qui fait que l'organisme doit provisionner le montant par rapport à des statistiques. Vous savez, vous avez une vraie question en disant si j'ai beaucoup de personnes qui en bénéficient, forcément ma provision augmente. Alors je schématise, hein, mais quasiment les provisions coûtent 2/3 du montant que vous payez. Donc si vous avez effectivement pas une politique d'usure-pro avant ou de prévention des risques, eh bien, effectivement, ça peut effectivement coûter cher. La prévoyance est un accompagnement de notre politique quand malheureusement les agents sont en arrêt. Mais on doit effectivement éviter de l'utiliser. Donc on doit avoir un contrat qui protège tout le monde, un contrat très cher pour les collectivités, mais qui couvre bien les agents. Là, du coup, je ne sais pas sur ma casquette employeur, hein, évidemment. Mais aussi, effectivement, de faire attention pour éviter qu'on ait le maximum d'utilisateurs. Parce que c'est vraiment un jeu collectif. Et ça, c'est une Après, discussion d'experts. l'important, c'est de pouvoir garantir cette protection à tous, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore quand même beaucoup d'agents qui ne sont pas bien couverts, quoi. Et là, c'est le dernier point là-dessus, c'est accompagner ce qui est indiqué, les agents dans leur choix. Ça, c'est pas simple, en particulier sur la labellisation, puisque effectivement, là, du coup, vous avez un certain nombre, comme c'était tout à fait bien dit avant, vous avez une liste, par exemple, de mutuelles labellisées, mais après, il faut quand même accompagner les agents à cette lecture, et la prévoyance aussi, parce que qui dit contrat de prévoyance peut dire niveau de protection différent. Notre contrat, il propose 3 niveaux de protection. Et donc, il faut nous, on a organisé alors quand même 80 réunions sur le terrain avec l'organisme pour quasiment voir tous les agents pour leur expliquer les 3 formules. Et il n'y a que comme ça. Là, on est sur le volontariat. 87% adhèrent en ayant le bon niveau d'information. Mais c'est une grosse machinerie, effectivement, d'information. Il faut quasiment voir les agents individuellement. Alors, je schématise, mais c'est en semi-collectif. Pour leur dire, voilà, le niveau de protection vous donne ça, niveau 2, niveau 3. Et par rapport à votre situation individuelle, on vous propose de. Voilà. Donc, c'est bien accompagner le choix, parce qu'au-delà de l'obligation légale que je partage et que je porte, au niveau du taux, effectivement, c'est bien savoir qui, comment et à quel niveau. Nous, on s'est dit, là, la prévoyance, ça doit être gratuite, parce que les jeunes qui arrivent chez nous, ou les moins jeunes, mais plutôt les jeunes, n'adhèrent pas à la prévoyance, c'est le constat qu'on avait. Si c'est quasi gratuit, je prends volontairement provocatrice ou provocateur, c'est-à-dire que ça nous coûte un paquet de cigarettes par an, la prévoyance avant. Voilà. Donc, c'est effectivement peu et vous pouvez arrêter de fumer en même temps. Donc, c'est voilà. Donc, c'est tout un travail qui continue. À chaque nouveau arrivant, on a Et des faire groupes. comprendre que finalement, le risque, Pour voir la première. et finalement faire comprendre que ce risque, finalement, on le court quel que soit son âge. Voilà, un accident, ça peut arriver, Alors, malheureusement. quel que soit son âge, qu'on est dans une logique collective, qu'on est dans un jeu collectif et que pour le contrat soit équilibré, un bon contrat, peut-être qu'un jour on n'en aura jamais besoin, peut-être qu'un jour on en aura besoin. Et que donc, par contre, effectivement, il ne peut pas y avoir que lorsqu'on a un souci de santé qu'on adhère, sinon ça ne marche pas, on est mal couvert. Donc, c'est aussi des discours qui sont au-delà même des contrats de prévoyance, mais qui, en période de crise ou d'autres, un Covid, sont aussi des discours qu'on doit porter. Et donc, je disais, aux nouveaux arrivants, il y a des journées d'accueil systématiquement. Il y a des stands qui présentent et qui sont à disposition pour expliquer. Et on prend individuellement les dossiers pour les étudier également. Alors, j'y reviendrai à la fin de cette webconférence, mais il y aura une webconférence justement le 8 avril pour poursuivre sur ces sujets voilà, de la PSC comme outil de management notamment. Merci beaucoup, monsieur Courroyer. Je vous propose de passer d'abord au résultat de la question qui vous est
été posées. Voilà. Donc apparemment, il y avait déjà une bonne connaissance de la réforme et de ses conséquences. Par contre, je vois, parce qu'il y a beaucoup de questions, qu'il y a encore des points qui demandent précision. Notamment, alors, s'agissant des agents couverts, donc on parle des fonctionnaires et des contractuels. Question sur une précision, est-ce que ça concerne tous les contractuels? Quid des vacataires également? Monsieur Mokhtar, Monsieur Coraillet? Pardon. Non, Alors, Monsieur Coraillet, je vais peut-être? Oui. Oui. Cette réponse-là, non, c'est plus compliqué puisque un contrat de prévoyance, c'est un contrat, alors, certes, il est de 6 ans avec l'organisme, mais individuellement, il est annuel, l'engagement. C'est-à-dire que comme toute mutuelle ou organisme de prévoyance, alors aujourd'hui, c'est pas obligatoire, je le rappelle. Donc, tout agent peut arrêter à tout moment, avec les délais de prévenance, pardon, arrêter au 31 décembre. Donc, c'est vrai que quand c'est des contrats annuels, les non-titulaires non permanents ne peuvent pas avoir le même système puisque, par définition, leur durée de collaboration est inconnue, liée à un arrêt maladie. Voilà. Les contractuels, par contre, évidemment, sur poste permanent, a fortiori, s'ils sont en CDI, sont concernés par le contrat. Donc, ça dépend de la durée de collaboration, comment elle est matérialisée. Oui, mais c'est la collectivité également qui intègre les agents de droit privé éventuellement aussi. Quand des établissements publics ou des collectivités emploient également des agents de droit privé, ça concerne les contractuels publics et privés. D'accord, donc les deux sont concernés. Mm. D'accord, très bien. Alors, on pose la question sur la différence entre contrat collectif et règlement collectif. Le texte apparemment distingue les deux notions. C'est des questions. Le problème, c'est plus des questions de type d'opérateur parce que, en fait, une mutuelle aura plutôt un règlement qui va être approuvé par l'Assemblée générale et un assureur aura plutôt un contrat. Donc, en fait, c'est parce que il faut réussir à combiner. Il y a le code des assurances qui encadre un certain nombre de choses et les contrats collectifs notamment. Et il y a le code de la mutualité qui encadre aussi. Et les termes sont pas exactement, mais c'est la même chose, mais c'est pas exactement le même support juridique. Voilà. D'accord, très bien. Pour un contrat de groupe souhaité par la collectivité, faut-il un accord majoritaire pour le mettre en place? Bah, oui, enfin pardon, mais c'est enfin, la négociation en fait. Enfin, l'ordonnance pardon du 17 février sur la négociation collective encadre et prévoit, et là aussi il devrait y avoir des textes d'application, Oui. les conditions dans lesquelles les négociations se tiennent, et notamment la manière dont on détermine, on approuve et on rend valide un accord collectif. Donc voilà, après, la difficulté, enfin, c'est un texte qui est quand même, il me semble, assez difficile, puisqu'il y a pas mal d'hypothèses et on distingue en fonction de l'impact et de l'effet de l'accord collectif avec des règles particulières. Donc voilà, après, c'est effectivement, il faut une majorité, enfin, il faut qu'il soit approuvé par une majorité, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question concernant les centres de gestion qui ont des conventions en cours et qui se terminent au 31 décembre 2025. Les collectivités qui n'avaient pas mandaté auront-elles la possibilité de rejoindre la convention de participation? Alors là encore, je suis pas sûr d'avoir compris le début de la question, mais si on parle des collectivités qui ont mandaté ou pas les centres de gestion, c'est ça? C'est ça. Oui. Bah, moi, encore une fois, pour le coup, moi, ma lecture, mais je ne suis qu'avocat, c'est de considérer qu'un contrat d'assurance, c'est une question de, enfin, l'assurance, c'est la couverture d'un risque. Donc, pour pouvoir faire une proposition d'assurance, il faut connaître le risque. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que sur la question de la mutualisation, plus le groupe va être important et plus on va mutualiser des bons entre guillemets et des mauvais risques, plus le contrat pourra être donc les conditions du contrat pourront être intéressantes. Et donc, à l'instant T, l'opérateur d'assurance ou la mutuelle va se positionner par rapport à un ensemble d'agents dont elle connaît les caractéristiques. Pour moi, l'intégration de nouvelles collectivités plus tard en cours de contrat constitue une modification substantielle du contrat. Et pour moi, il faut un nouveau contrat.
Et le texte de l'article 25 tel qu'il existe aujourd'hui, et je pense l'article 26.3 qui va exister à partir du 1er janvier 2022, donc de la loi de 84 sur le rôle des centres de gestion, laisse quand même entendre que c'est bien un mandat a priori, donc avant la conclusion du contrat, et une fois que le contrat est conclu, il n'est pas possible d'intégrer de nouvelles collectivités. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, mais je sais que c'est pas ce qui se fait. Voilà. Et qu'il y a des négociations avec des opérateurs, parfois qui acceptent sans trop de difficultés l'intégration de nouvelles collectivités. Mais voilà, mais je pense que c'est juridiquement critiquable. D'accord. Monsieur Courrier, vous voulez rajouter quelque chose? On vous entend pas. Voilà. Je coupais mon micro pour pas avoir de faits sonores, mais j'ai oublié de le remettre. Donc, du coup, oui, je partage. C'est-à-dire que quand on contractualise, et pour l'avoir fait 3 fois, du coup, avec un opérateur de prévoyance en particulier, du coup, sur un accord, et on s'engage sur un nombre d'adhérents. Donc, si demain, il y a une obligation d'adhésion, c'est plus simple, parce que du coup, on est un peu plus contraint. Mais quand on est l'engagement de l'opérateur, enfin de l'assurance, ne tient compte que du nombre d'adhérents. Donc, nous, quand on s'engage, par exemple, je disais, on est à 9005, mais en dessous, c'est par 30. En fait, le prix était plus élevé, moins il y avait d'adhésion à la fin. Donc, on s'engage, c'est-à-dire que moins de 4000, c'était un prix prohibitif, on peut le dire, et au-dessus de 8000, c'est un prix très attractif. Donc, tout le travail, il est derrière. Donc, si vous entrez, vous sortez effectivement des collectivités, vous pouvez modifier structurellement le point. Et là, effectivement, je partage ce qu'a été dit. Vous pouvez tout à fait avoir un autre opérateur qui estime avoir été lésé parce que vous êtes engagé à 5000 ou 2000 agents, par exemple. Finalement, vous avez plus plein d'autres collectivités et du coup, vous dites, bah, c'est pas cher, c'est normal. L'autre opérateur va vous dire, mais si vous m'avez dit d'emblée que vous étiez 5000, je vous aurais fait le meilleur prix. Donc, moi, je préconise absolument pas ni l'entrée ni la sortie. Je suis pas juriste de fond, mais en tout cas, en tant que praticien, c'est clair que même en entrant dedans, je modifie. Alors, si c'est 200 agents sur un contrat de 9005, je pense que c'est comme tout. Quand on modifie moins de 5% sur un marché, on n'a pas tout à fait les mêmes choses que quand on modifie les montants de 5%. Mais méfiance, parce qu'effectivement, nous, le seuil était entre 4000, 6000 et 8000. Si vous passez un des seuils, l'autre opérateur peut vous dire, mais moi, je considère qu'on m'a lésé, on m'a menti, vous avez volontairement minoré le nombre de participants. Voilà, et là, ça c'est le juge, effectivement, qui jugera. Et il va faire quoi, le juge? Il va se regarder le nombre d'adhérents sur lequel vous êtes engagé, le nombre d'adhérents au moment du litige. Et si vraiment il y a beaucoup plus ou moins d'adhérents, il est clair que vous perdez. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors sur certains points, on va répondre rapidement. Est-ce que donc le principe de la labellisation ou de la convention de participation reste bien d'actualité? Donc oui. Oui. Voilà. Sur la question du débat dont j'évoquais tout à l'heure, organisé avant le 18 février, on posait la question sur quoi doit-il porter? Est-ce qu'il y a des voilà, est-ce qu'il y a il est précisé quels sont les sujets sur lesquels doit porter ce débat? Alors, le texte, je crois, dit sur les garanties en matière de protection sociale complémentaire, mais Oui, enfin, bon, c'est le débat parce que M. Courroyer, je pense, exprimé, mais je vais vous laisser la parole parce que c'est plus quelque chose, effectivement, qui. Voilà, mais c'est la politique RH, enfin, ça fait partie de la politique de pouvoir discuter de ces éléments-là au sein de chaque collectivité. Je vous laisse peut-être. ce que vous disiez, Monsieur Courroyer. Oui. Par exemple, le décès est pris en charge obligatoirement, a priori, il sera pris en charge. Sauf que, effectivement, suite à un décès, vous avez la rente d'éducation ou pas, par exemple. Est-ce que l'éducation des enfants est prise en charge intégralement après le décès? Et si oui, jusqu'à quel âge? Par exemple, là. C'est vrai que c'est un coût important. Hein. Par exemple, je prends volontairement cette mesure parce que dans un équilibre de contrat, ça peut quasiment vous doubler. Hein. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous avez cet échange-là en disant qu'est-ce que je mets dedans? C'est pour ça que je disais, par exemple, le centre de gestion de Loire-Atlantique et nous n'avons pas tout à fait les mêmes conditions, puisqu'on n'avait pas tout à fait la même logique dedans, et chacun des participants doit dire voilà ce qu'on y met en vision, en vision RH, vraiment de la protection des agents. Nous, on était effectivement, on prend en compte absolument tous les revenus, on subroge, évidemment, s'il y a un principe. On accompagne aussi par des mesures d'accompagnement les ateliers, donc ça, c'est un coût. Oui ou non, on ne le fait pas. Est-ce qu'on participe, est-ce qu'on demande à notre partenaire
de l'assurance de participer à certains séminaires, à certains colloques, la plaquette, par exemple, d'information. Gros souci, hein, vous verrez très rapidement, pour ceux qui n'ont pas pratiqué, que vous avez souvent des plaquettes au niveau national, mais comme vous voulez un contrat sur mesure, la notice qu'on appelle d'information, on a eu un contrat, nous, avec un litige majeur, parce qu'on n'avait pas la notice d'information individualisée. Et on a dit au deuxième contrat, si on ne l'a pas, on ne partira pas avec vous. Là, on est sur la communication auprès des agents, l'explication. Et un contrat, il peut être ça, mais le problème du contrat, s'il était national, c'est que du coup, Donc vous n'avez tout doit pas être vraiment. forcément la même population. Donc ce débat a une importance considérable, quoi. Il faut vraiment passer tout en C'est revue. l'équilibre de votre projet après. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas clair sur ce que vous mettez dedans, vous ne pourrez pas être clair par rapport aux agents. Voilà, moi je pense être relativement clair ce qu'on a mis le contrat pour y avoir travaillé, y avoir galéré, je peux le dire comme ça, pour la compréhension sur des algorithmes, les équipes aussi qui avaient plus d'antériorité. Et du coup, ça permet effectivement, quand on le vend, parce que là on est bien entre guillemets, comme c'est facultatif, pour bien qu'on donne le nez, voilà pourquoi. Et donc pour l'incarner, ce débat-là est nécessaire, sinon on parle de choses qu'on ne maîtrise pas, et j'entends souvent des contrats de prévoyance, dire on en a, et puis quand je demande précisément, oui, à 30 jours, est-ce qu'on prend la récidive de cancer pour tout ça, par exemple? Ben, faites poser la question. Non, oui, c'est clair que si vous avez une récidive de cancer, si elle est métastatique, ben, vous le prenez. Voilà, c'est des questions qui sont particulières, mais un contrat de prévoyance, c'est ça. On prend des exemples, et moi, mes équipes, ils ont entre guillemets torturé les organes de prévoyance pendant des semaines et des semaines sur des questions aussi pratiques avec des cas de nos agents, anonymisés évidemment, en disant et là, qu'est-ce que vous faites? Et je peux vous garantir que les séances étaient des fois musclées pour qu'on arrive à la meilleure garantie. Tant qu'on n'a pas eu 90% de réponses, on n'a pas arrêté la procédure. Alors, je rebondis sur une autre question, mais ça fait partie des choses. Cette obligation de participation financière, est-ce qu'elle se limite à l'agent ou est-ce qu'elle s'étend à sa famille aussi? Là, c'est vraiment la cotisation à l'agent. Après, la question, elle va être précisée quand même par décret, parce que normalement, il y a des garanties famille, enfin, des opérateurs qui peuvent proposer des garanties famille, donc avec une tarification un peu spécifique quand, voilà, donc, mais comme là, on n'est pas sur une 50% de la cotisation qui est proposée par l'opérateur. On est 50% d'un montant de référence. Donc après, c'est quand même ce sera à la collectivité de C'est définir l'employeur, entre hein. sera l'employeur, oui, pardon, qui va définir le montant de la participation et quelle est sa référence. Lui, il aura un plancher qui est 50% pour la santé et 20%, mais d'un montant de référence. Après, il fait ce qu'il veut. Il faut qu'il soit au moins ça. Voilà. Donc, et c'est sûr que si on prend comme référence les cotisations qui sont proposées par l'opérateur qui est sélectionné, ben, c'est pas exactement la même, c'est pas le même taux. Voilà, c'est pas la même façon de raisonner. Donc, Alors, on parlait des montants de référence, hein. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur ce montant, notamment, les gens s'interrogent si on a une idée des montants, mais je pense qu'à ce jour, c'est compliqué. oui. On peut donner des montants parce que France Urbaine a partagé, en particulier avec sa présidente maire de France Urbaine, qui est la maire de Nantes et présidente de la métropole de Nantes. Donc on en a un petit peu échangé et c'est clair que là-dessus, les montants, on est à peu près sur une cotisation, ça variera. Le chiffre n'est pas fiable, hein. Je ne suis pas ministre de la transformation de la fonction publique, mais on peut penser qu'on sera entre 40 et 50 euros de prise en charge pour les deux cumulés avec le seuil plancher. Ça se discute à tous les niveaux, mais en tout cas, dans ma collectivité, c'est 45 euros par mois et par agent de prise en charge cumulée sur les deux. Et c'est vrai que la ministre avait demandé en benchmark à France Urbaine, par exemple, de dire quels étaient les montants de la participation. Et dans notre benchmark France Urbaine et de l'association, on est aux alentours de 43 à 44 euros cumulés aujourd'hui, mutuelle et prévoyance. Donc forcément, les taux peuvent être différents en fonction des collectivités, mais ça sert aussi de base un peu de réflexion. C'est-à-dire que le but n'est pas non plus que ceux qui donnent plus donnent moins demain, c'est quand même pas le but sans doute, et puis de ne pas déséquilibrer totalement la prise en charge. Aujourd'hui, nous, on est sur un montant forfaitaire pour la mutuelle et la prévoyance. Nous, on souhaite le maintenir. C'est voilà, c'est l'état d'esprit de la loi. Donc, on aura un montant c'est le montant qui reste à déterminer. D'accord, très bien. Il y a encore beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à tout. Je suis vraiment désolée par avance, mais donc je ne sais pas si celle-ci, voilà, on peut y répondre aussi. Nous avons différents montants de cotisation santé. Est-ce que les 50% s'appliquent sur tous ces niveaux de cotisation? En fait, je sais pas si attendez, mon micro. Oui, mon micro est Fonctionne. allumé, Oui. mais c'était simplement. Bah,
ce qui est prévu par les textes, c'est qu'il y ait des garanties minimales pour la santé, il y ait des garanties minimales qui sont celles qui sont prévues par le Code de la sécurité sociale, et, euh, et la participation ne peut pas être inférieure à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties. Donc après, ces éléments-là vont être précisés. C'est difficile de faire une réponse beaucoup plus précise à ce stade C'est ça. sur ce genre de sujet. Voilà. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement, c'est de mettre un taux par rapport à quelque chose qui va pouvoir ensuite évoluer par, voilà, en fonction de ce qu'on met comme garantie minimum et comme couverture de base. Voilà. Et ensuite, encore une fois, le but, c'est d'être un plancher. Donc, je pense que ce sont quand même des garanties minimum. Hein. C'est par rapport à ce que M. Courroyer évoquait tout à l'heure sur le fait de la définition des garanties. C'est vrai qu'il y a un panel de choses possibles assez important. Donc, et c'est des sujets quand même qui sont très complexes. Enfin, les questions des couvertures et des garanties d'assurance. Donc, voilà, ça dépend ce qu'on garantit, quel est le risque qui est couvert. Voilà. Donc, là, c'est vraiment un minimum qui est assuré. D'accord. Monsieur Courroyer, vous vouliez rajouter quelque chose? L'avantage du forfait comme nous on a aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'en fait, quand vous donnez un forfait, après, si l'agent veut une garantie supérieure, ben, ça lui coûte plus cher, mais c'est à titre individuel. Voilà. Le taux, effectivement, là, je n'ai pas la réponse moi non plus. Si on a 3 niveaux de garantie, est-ce que c'est 50%? Voilà, parce qu'en fait, ça peut aussi faire utiliser des taux de garantie trop élevés, qui ne servent à rien à un agent, ou minorés. Donc voilà, c'est pour ça que là, il reste quand même pas mal de questions, et c'est vrai que les contrats, effectivement, le décret va préciser. On sait que la couverture du risque d'essai est obligatoire. Voilà, mais au-delà de ça, par exemple, je disais la rente viagère d'éducation, je n'ai rien vu. Et par exemple, bah, peut-être qu'il y aura ou pas dans le texte quelque chose de prévu. On a jusqu'en 2025 quand même pour une mesure, donc ça laisse effectivement un petit peu de temps. Le gouvernement voulait aller vite. Pour la PSC, c'est passé en octobre quasiment en discussion avec les partenaires divers et variés, et 3 mois après il sort. Donc il nous reste, j'allais dire, au gouvernement quelques mois avant de préciser. Très bien, bah, écoutez, je suis désolée, cette webconférence touche déjà à sa fin. Il y a encore beaucoup de choses à dire et justement, voilà, VK continue de vous accompagner via son service VK Ligne Expert. Alors n'hésitez pas à leur poser vos questions. Et puis, je vous signale donc également le 8 avril prochain une webconférence VK MNT sur la thématique donc de la PSC, outils de management d'attractivité et de dialogue social. Donc voilà, vous allez pouvoir poursuivre encore sur ce sujet très important. Je vous signale également le 20 avril prochain une webconférence sur la sécurité numérique, donc nouvel enjeu majeur pour les acheteurs et les décideurs. Et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès à présent à ces 2 webconférences. Je tiens à vous remercier vraiment pour votre participation. Vous étiez très nombreux. Je vous remercie également Monsieur Mokhtar et Monsieur Courroyer pour votre disponibilité et pour avoir répondu voilà, à ces questions. Et puis à bientôt donc pour une prochaine webconférence. Et bonne journée à tous. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir.